Aurélien Prudor, bonsoir. Vous êtes le réalisateur du film. Et on va accueillir aussi ce soir Vincent Viblanc en visio. Vincent, chercheur à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ces petits écureuils, ils ont l'air absolument adorables. Comment se passe la cohabitation avec eux? Ils sont méfiants, ils sont agressifs, ils sont faciles à approcher? Alors en fait, ces écureuils, les spermophiles du Columbia, pardon, ils ont la particularité d'être particulièrement faciles pour travailler avec, puisque ce sont les populations sur lesquelles on travaille, ce sont des populations qui sont suivies depuis des années. Et au cours du temps, je pense qu'il y a eu, il y a eu un peu une habituation de notre présence. Alors ce sont des animaux qui restent sauvages, mais dès lors qu'on les observe à distance, en fait, ils font plus vraiment attention à nous. Et donc, ce sont des animaux qui sont vraiment très agréables à étudier pour ces raisons. Et du coup, ça veut dire qu'ils s'habituent à votre présence, mais pour autant, votre présence ne va pas perturber l'expérience. Est-ce que vous risquez de perturber leur comportement en fait? Alors non, puisque en fait, quand on est en manipulation à proprement parler, c'est-à-dire lorsqu'on se déplace, par exemple, sur la prairie pour les capturer, en fait, ils vont réagir à notre présence, ils vont fuir, ils vont se mettre en vigilance. Et donc effectivement, à ces moments-là, ils ont un comportement tout à fait naturel. En revanche, dès qu'on va se mettre, on a des plateformes d'observation sur ces prairies, et dès qu'on va s'asseoir en fait sur ces plateformes, en quelques minutes, ils vont plus du tout prêter attention à nous, et puis ils vont commencer leurs activités routinières quotidiennes de spermophiles. Alors du coup, ça fait quand même plusieurs années que vous les suivez. D'où vient cette idée d'expérience sociale avec ces petits animaux et pourquoi les suivre sur un terme, sur une durée aussi longue? Alors en fait, il y a plusieurs raisons qui se chevauchent un peu. C'est un suivi de population qui a été démarré dans les années 92, et originellement, les chercheurs qui ont commencé ce suivi s'intéressaient à juste essayer de comprendre la biologie de l'espèce, comment s'organisait la société, mais aussi comment les dynamiques de population pouvaient changer en fonction des années, quels étaient les facteurs qui influençaient ces dynamiques de population. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que cette société était particulièrement intéressante, puisque c'est ce qu'on appelle ces matrilines, ces femelles qui vivent en groupe d'apparentés, des sœurs, des mères, des filles. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un avantage reproductif à vivre dans ces groupes matrilinaires. Et donc, il y avait un avantage à avoir ces sœurs ou ces mères à côté. Et donc nous, en fait, ça nous a un peu intrigués, et ça nous a posé la question de savoir quelles étaient les conditions qui faisaient que, oui ou non, ces avantages pouvaient être transmis au niveau physiologique, donc au niveau du stress. Ouais, c'est des résultats qui sont assez impressionnants. Est-ce que c'est possible de transposer les résultats sur cette espèce d'écureuil terrestre à d'autres sociétés, que ce soit d'autres mammifères ou même des sociétés humaines? Alors, il y a beaucoup d'études actuellement qui s'intéressent justement à ces effets de l'environnement social sur le stress, que ce soit d'ailleurs chez d'autres espèces de mammifères, des oiseaux également, ou que ce soit chez l'homme. Donc c'est tout à fait possible de le transposer. Ensuite, ça va prendre différentes formes, je vais dire. D'une part, effectivement, ça peut être la structure sociale en soi qui va être cause de plus ou moins de stress. Euh, ou ça peut être, par exemple, si on pense à l'homme, ça va être plutôt la pression psychologique. Actuellement, notamment, on pense à toutes ces études qui sont faites, par exemple, sur les pressions subies au travail, sur les pressions sociales subies à l'école. Et de plus en plus d'études semblent démontrer des liens entre ces pressions sociales et la santé humaine. Et l'intérêt de travailler sur un modèle comme le spermophile, eh ben, en fait, c'est qu'on travaille dans un modèle un peu plus simple, où là, on va pouvoir s'intéresser tout simplement aux interactions agressives entre individus et des liens qu'il peut y avoir avec le stress. Et c'est aussi intéressant puisque bah, voilà, cette réponse au stress, c'est traditionnellement quelque chose qui est très conservé à travers les vertébrés. Et donc, ça peut nous donner des indications sur les mécanismes qui existent également chez l'homme. Et une question technique, les colliers que vous avez posés sur les écureuils terrestres, ça les gêne pas? Comment vous faites? C'est une bonne question. Alors, en fait, c'est une étape qui s'est vraiment fait en plusieurs temps. La première année de cette étude, donc l'ingénieur de terrain avec qui je travaille est tout simplement venu sur le terrain, et en fait, on a fait des petits colliers factices qu'on a posés sur quelques individus juste pour voir un petit peu quelles étaient leurs réactions face à ces colliers.
Et donc à partir de là, en fait, on a cherché le design qui était le moins encombrant et le moins gênant possible pour l'animal, tout en gardant à l'esprit qu'il y a un certain nombre de contraintes sur la taille des composants qu'on peut utiliser, sur la taille de la batterie. Et en fait, bon, dès cette première année, on s'est rendu compte que à la taille où on les avait créés, globalement, ils s'habituaient extrêmement vite au collier. Donc généralement, ils vont être gênés dans les 5-10 premières minutes, ils vont essayer de s'en débarrasser, et puis ils vont laisser tomber, et ils vont reprendre leur comportement naturel très rapidement. D'accord. Et dans tous les cas, c'est resté des animaux sauvages, hein. C'est important de le préciser. Tout à fait, les animaux sont complètement sauvages. Ouais. Alors Aurélien, je me tourne vers vous. Vous êtes ornithologue de formation. Comment est-ce que vous êtes devenu réalisateur et notamment, qu'est-ce qui vous a amené sur ce film en particulier? Alors en fait, c'est vrai qu'en fait, j'ai travaillé pendant les 12 dernières années dans le monde de la recherche. Donc j'ai euh, en fait fait des missions de terrain en tant qu'ingénieur d'études pour des laboratoires en écologie, spécialisés, comme vous le dites, sur les oiseaux marins. Et donc en fait, au cours de mes missions, j'ai pris de plus en plus le goût de filmer. Et j'ai présenté un premier film dans un concours CNRS. Et c'est ça qui m'a amené en fait, petit à petit, à devenir réalisateur et à faire ces films de vulgarisation dans la science et dans l'environnement. Et donc Vincent, je l'ai rencontré aussi lors de précédentes missions, quand j'étais sur le Marion Dufresne, sur les îles subantarctiques, parce que Vincent, il travaille notamment sur les écureuils, mais il travaille sur d'autres modèles d'études, comme le manchot royal, et on s'est rencontrés là-bas sur le terrain. Donc l'histoire qui nous rassemble à l'origine, c'est des missions de terrain en écologie. Donc c'est le terrain, c'est les expériences sur le terrain qui amènent à des projets de films, qui amènent à d'autres expériences et d'autres projets de films alors. Ben voilà, en fait, moi, ce qui m'a plu dans ces échanges, c'est en fait de transmettre les messages des chercheurs. Et c'est vrai qu'avec le réseau que j'ai eu au cours des dernières années, ça m'a permis d'avoir accès à des contenus. Et le plus intéressant, voilà, c'est de le mettre en image. Mmh. Alors, facile à mettre en image, c'est pas si facile que ça, un tournage avec des petits écureuils. La question, elle se pose pour l'expérience de Vincent, mais aussi pour vous qui avez pris les images avec les écureuils. Est-ce que vous les avez dérangés? Alors, déranger, forcément, quand on est sur une prairie et que c'est leur lieu de vie, on les dérange forcément un petit peu. Après, le but, à la fois pour les chercheurs et pour, on va dire, ceux qui réalisent les images, c'est de se faire oublier, quoi. Donc, l'avantage, en fait, de ces écureuils, c'est qu'ils sont faciles à approcher, comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'ils sont habitués à l'homme. Mais après, d'un autre côté, en fait, si on veut recueillir un maximum de comportements pour faire vivre le film et collecter ce qu'on veut raconter, le réseau social, les interactions, et ben mine de rien, il faut y passer du temps et créer ces situations-là. C'est rester en planque et attendre que ça se passe. Donc c'est un travail de patience aussi et d'observation, quoi. Oui, bien sûr, c'est de l'observation, à la fois pour Vincent et pour moi derrière ma caméra. Alors vous avez choisi Dotka et Tribal, qui sont deux belles figures du film. D'abord, il faut préciser que ces deux écureuils existent vraiment, mais c'est pas les seuls. Pourquoi avoir choisi ces deux-là en particulier? Alors pourquoi ces deux-là? Alors c'est vrai que quand Vincent me parle de son étude avec plus de 80 individus, quand on fait le film, il faut bien qu'en fait le spectateur s'identifie par exemple à des personnages et pour clarifier le message. Donc en fait on a pris deux écureuils qui ont des statuts complètement extrêmes. Dotka qui est bien entouré et à l'inverse de Tribal qui l'est moins. Donc en fait le choix de réalisation c'était voilà, de choisir deux individus et de raconter l'histoire autour de ces deux itinéraires de vie. Oui, chacun peut s'identifier soit pour l'une, soit pour l'autre en fait. En termes de spectateurs, c'est vrai qu'on fait un peu chacun son choix d'une certaine façon. Je crois que c'est probablement ce qui arrive, ou alors on se situe entre les deux, et c'est ce qui est aussi la règle, parce que là on prend deux extrêmes, mais il y a aussi tous ceux qui se trouvent au milieu. Voilà, le but c'était de rendre le message clair d'un point de vue des résultats que Vincent présentait dans ses études. Alors vous êtes venu sur le plateau avec un autre type d'émetteur. C'est pas un émetteur qui a été utilisé sur des écureuils terrestres, mais sur des oiseaux. Donc ça, c'était votre vie de scientifique avant d'être réalisateur. Vous pouvez nous en parler, nous en toucher un mot? Alors oui, je peux vous montrer. On parlait tout à l'heure. En fait, est-ce que c'est tout petit, hein, voilà, est-ce que les équipements peuvent déranger les animaux? Oui, je pense que c'est le cas dans chaque étude que l'on fait. Mais le but et l'éthique des recherches, c'est de travailler avec
du matériel de plus en plus petit. Alors ici, par exemple, on a une balise Argos qui est posée sur des oiseaux. C'est une balise qui fait 10 grammes. Et en gros, le but, c'est d'avoir toujours un équipement qui est inférieur à 3% du poids de l'animal, pour éviter en fait les perturbations. C'est comme si nous, en fait, on partait en randonnée avec notre sac à dos. Donc ça gêne, mais ça permet quand même de ne pas avoir de perturbations trop importantes. Et les oiseaux, en l'occurrence, que vous avez pu filmer et suivre avec ces balises-là, ils ne sont pas perturbés par le petit émetteur qu'ils portent. Ils le sont inévitablement, mais à la marge. Voilà. Et c'est tout l'objet en fait des conseils scientifiques pour veiller en fait au respect de ces règles-là. Oui, c'est une question d'éthique aussi. Hein. Voilà, c'est l'éthique animale. Vincent, je reviens vers vous. Vous avez découvert un mécanisme du vieillissement dans cette étude. Du coup, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, pour bien vieillir, vaut mieux vieillir bien entouré. Est-ce que vous pensez que ces résultats, ils peuvent là aussi être étendus à d'autres espèces et par exemple à l'homme? Oui, alors juste pour clarifier, hein, on n'a pas spécialement découvert le mécanisme du vieillissement dans cette étude. C'est quelque chose qui est étudié depuis de nombreuses années et d'ailleurs qui a eu un prix Nobel. Mais effectivement, de plus en plus, en fait, on s'intéresse aux liens qu'il peut y avoir entre le vieillissement cellulaire à proprement parler et les agents de l'environnement. Et il peut tout à fait y avoir un lien qui est fait avec l'homme. D'ailleurs, c'est déjà fait. Ce sont des études qui sont en cours, puisqu'on se rend compte que de nombreux facteurs de notre environnement qui peuvent être stressants vont pouvoir venir affecter directement notre vieillissement cellulaire. Et alors, je ne parle pas forcément que des facteurs de nature sociale, bien que ce soit ça qui m'intéresse, mais d'autres facteurs, comme par exemple les polluants, comme les rayonnements. Donc, il y a tout un ensemble de facteurs qui peuvent directement affecter nos processus de vieillissement. Ce qui fait que deux individus qui pourraient paraître avoir le même âge, on va dire, de date de naissance biologique, en fait, n'ont pas forcément le même âge physiologique. Eh ben ouais, c'est incroyable. Merci Aurélien, merci Vincent. On espère qu'il y aura une suite à ce film et pouvoir prendre des nouvelles de Dotka et Tribal dans les années qui viennent.